Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour cette deuxième table ronde de la journée. Comme je le rappelais ce matin, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance en fait, de participer au débat, enfin la table ronde qui a eu lieu ce matin, ces 2 jours en fait, autour des violences faites aux femmes sont aussi l'occasion en fait, de se poser sur un dispositif inédit qui vient d'être inauguré à Nantes, Citadelle. Citadelle donc, est un lieu unique qui va pouvoir accompagner les femmes victimes de violences, toutes les femmes victimes de toutes les violences. On va y revenir avec Aïcha Bassal dans un instant. Mais avant de vous passer la parole, Aïcha, on va aussi faire un focus sur qu'est-ce qu'on entend par violence sexiste, qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes. Ça recouvre quand même des réalités qu'il est nécessaire de définir aujourd'hui. Et à partir du moment où on définit ce que sont ces violences, de commencer en fait déjà à poser les dispositifs pour une réponse à ces violences, à la fois des réponses judiciaires, sociales, sociétales, médicales, plus largement, voilà, c'est les besoins de formation, d'éducation autour de ces questions. C'est ici non pas juste la question des violences qu'on va interroger, mais toute la dimension systémique en fait de ces violences-là. Donc, et je vais d'ores et déjà vous présenter les intervenants qui ont accepté, et on les en remercie, d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, Nathalie Vabre, vous êtes pédiatre et coordinatrice à l'unité d'accueil des enfants en danger au CHU de Nantes. Vous nous direz comment, justement, ces violences, les victimes ne sont pas seulement les femmes, mais également les enfants, et vous les recevez et vous les accompagnez. À côté de vous, Hervé Corouge, vous êtes vice-président du département de Loire-Atlantique à la jeunesse et la citoyenneté. Et dans ce portefeuille de la citoyenneté, il y a la question de l'égalité homme-femme et la question des discriminations. C'est ça. À côté de vous, Marie-France Casalis, porte-parole du collectif féministe contre le viol. Bienvenue. Aïcha Bassal, on ne vous présente plus, adjointe au maire de Nantes en charge de l'égalité. Et enfin, Anne Bouillon, avocate au barreau de Nantes. Merci à vous. Alors, Aïcha, peut-être, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir visité ce lieu, qui n'ont peut-être pas lu des articles à ce propos, peut-être revenir sur la genèse rapidement de ce dispositif. Pourquoi, comment, avec qui, et quel est l'objectif en fait à plus long terme de Citadelle ? Oui, bonjour à chacune et à chacun. Donc, Citadelle, c'est d'abord un projet qui est né dans la tête de 4 associations. 4 associations, Solidarité Femmes, SOS Inceste, Oasis et Question de confiance, qui en 2014 sont venus voir Johanna Roland, qui n'était pas encore maire de Nantes, mais qui était candidate, en lui disant « Madame Roland, nous, on est clairement des associations qui œuvrons, qui accompagnons chacune dans notre spécificité les femmes qui sont victimes de violences. Mais on voit bien que sur Nantes, il manque un lieu, notamment pour accompagner les femmes victimes de violences. À l'époque, c'était des violences sexuelles. » Et donc, Johanna Roland a donc souhaité mettre ça dans son programme municipal. Et donc, il y a eu un engagement de prix qui était de créer un centre, notamment pour éviter tous les risques psychotraumatiques. Donc ça, c'était en 2014. En 2016, on a donc mandaté l'agence d'urbanisme, Laurent, qui a fait une enquête pour savoir, avant de pouvoir concrétiser et travailler sur ce projet, on avait besoin d'objectiver avec des chiffres. Donc Laurent a réalisé une étude, et cette étude, elle a démontré que sur le territoire de Nantes Métropole, on aurait 24 500 femmes qui seraient victimes chaque année de violences. Quand je parle des violences, je parle de toutes les violences. Sur la ville de Nantes, ce serait 12 000 femmes qui seraient victimes de violences. Et les enfants, 500 enfants, seraient les co-victimes et donc les victimes également. À partir de là, le maire a souhaité que ce projet, on le construise avec tous les acteurs qui gravitent autour de ces femmes. Et donc, on a rencontré tous les acteurs institutionnels, le procureur de la République, le directeur départemental de la sécurité publique, la gendarmerie, on a rencontré la caisse d'allocation familiale, on a rencontré SOS Médecins, l'ordre des médecins, on a rencontré les pompiers, tous ceux qui, à un moment donné, dans leur activité, pouvaient être en lien avec des femmes victimes de violences. Et puis, on a aussi rencontré l'ensemble des associations, et on a mobilisé les associations pour travailler ensemble à un projet. Ce projet, il a vu le jour, il s'appelle Citadelle. C'est un lieu aujourd'hui qui se trouve au 8 rue Vincent Gache, donc tout près d'ici. On est sur un lieu qui fait 750 mètres carrés, qui va permettre d'accueillir les femmes et les enfants victimes de violences, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. C'est un accueil inconditionnel, c'est un accueil qui est gratuit, avec une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y aura une prise en charge vers le médical, pour éviter tous les risques psychotraumatiques, une prise en charge vers l'accompagnement social, une prise en charge vers l'accompagnement juridique. Puisque le bâtonnier a accepté, on avait des avocates, et Anne Bouillon en fait partie, qui étaient déjà mobilisées et qui nous ont accompagnés sur ce projet, mais il y aura des permanences demain d'avocats qui vont avoir lieu à Citadelle. L'objectif, et le maire le souhaitait, c'était qu'on mette vraiment les femmes et les enfants au centre de ce projet, et que ce soit les acteurs qui viennent se mettre autour. Pour une anecdote, le maire l'a dit ce matin, et je vais reprendre, elle nous explique bien que l'objectif, c'est que la femme raconte une fois aujourd'hui son parcours, et charge aux professionnels ensuite de s'organiser, de coordonner du coup l'accompagnement. Ce lieu, il est totalement sécurisé. Aujourd'hui, nous aurons des agents de sécurité 24 heures sur 24 qui seront présents, ne pourront accéder au 7e étage de cet immeuble, puisqu'on est sur un immeuble ce seront des bureaux administratifs, donc il n'y aura pas de contact avec un public habitant, donc avec des résidents. Donc ce sont des bureaux, 7e étage, 750 mètres carrés, complètement consacrés donc, du coup, pour ces femmes. Et le maire avait dit, parce que ça n'a pas été un projet simple à monter, il faut le dire, ce n'est pas dans les habitudes d'une collectivité de se saisir de ce sujet, qu'elle souhaitait du beau. Et pour celles qui sont peut-être dans le public, pour celles et ceux qui sont dans le public et qui ont eu la chance de visiter Citadelle, ils pourront témoigner, on a fait vraiment du beau. Ah, c'est très très beau. Ouais, ouais. avec évidemment les conseils, l'accompagnement, l'expertise de tous les acteurs associatifs. Donc ce lieu, on en est à la fois fiers, mais à la fois on aurait aimé qu'il n'existe pas. Oui, mais là en l'occurrence, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans ce lieu inédit, il y a aussi donc cette volonté, comme vous le disiez, d'accompagner en fait ces femmes, d'accompagner les enfants, de mettre pour la première fois, de renverser entre guillemets la table sur des pratiques institutionnelles qui veulent que, voilà, c'était jusque-là plutôt aux femmes d'aller d'un côté voir des assistantes sociales, ou des travailleurs sociaux, d'un côté la police, de l'autre côté la justice, et puis d'être dans cette espèce de parcours de la combattante. Et là, d'un seul coup, vous avez réussi à faire bouger les institutions. Bon, j'ose imaginer que ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple, mais je pense que chacun et chacune a compris l'enjeu. Et les dernières institutions qui ont accepté demain d'être dans ce lieu, c'est le directeur départemental de la sécurité publique et le général de la gendarmerie qui ont accepté demain de venir dans ce lieu pour prendre les plaintes des victimes, pour éviter que les femmes qui sont victimes de violences aillent au commissariat ou aillent à la gendarmerie pour porter plainte. Demain, ça se fera dans ce lieu. Et ce que je n'ai pas dit également, c'est que comme on ne choisit pas l'heure à laquelle on décide à un moment donné de dire stop à cette spirale des violences, on a également pris trois logements qui sont à proximité de ce lieu. Évidemment, les adresses sont tenues secrètes et elles resteront secrètes pour pouvoir mettre à l'abri une femme qui décide à un moment donné de dire stop un samedi soir, 23h, qui ne sait pas où aller. Elle pourra venir dans un de ces logements. On pourra y accueillir 12 femmes sur les 3 logements et elle pourra y venir évidemment avec ses enfants. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir un petit peu dressé le portrait de ce dispositif. Des dispositifs comme celui-ci, il en existe peu, voire pas. Donc on espère qu'ils essaimeront. Mais de fait, ce que je retiens dans ce que vous venez de nous dire, c'est comment vous avez cheminé pour partir des violences sexuelles et pour arriver plus largement en fait, aux violences faites aux femmes de manière globale. Et je vais me tourner en fait vers Marie-France Casalis. Vous êtes porte-parole du collectif féministe contre le viol. Là, notre table ronde, c'est connaître et reconnaître les violences sexistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle ? C'est quoi les violences sexistes ? C'est une très vieille histoire, car nous sommes dans l'humanité. Et dans l'humanité, depuis la nuit des temps, il y a eu un problème. Il y avait des messieurs, il y avait des êtres humains pas pareils, et ces êtres humains pas pareils produisaient des enfants, semblables à elles-mêmes, ça peut se comprendre, semblables à l'autre. Et alors je vous renvoie aux travaux notamment de l'anthropologue célèbre dont le nom échappe pour l'instant, Françoise Héritier, voilà, qui nous explique que la différence
la valence différentielle des sexes, à laquelle elle attribue cette réaction universelle et multiséculaire qui fait que face à cette étrangeté dangereuse, les êtres humains de sexe masculin ont pensé qu'il fallait un petit peu contrôler les êtres humains de sexe féminin. Ils ont très bien réussi pendant de très longues décennies, de très longs millénaires, et c'est fini. Ou plus exactement, on a ébréché le système, on a des droits, on a des lois, même qu'on peut voter quand on est femme en France depuis 1945. Ah, c'est bien. Après la Turquie quand même, hein. On est arrivé tard. Hein. Oui, on n'est pas des pionnières, on est le pays des droits de l'homme. Oui, avec un H majuscule, bien sûr. Donc c'est vrai que les violences, finalement, c'était la règle, c'était la loi, et il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce qu'on commence à déranger un peu les choses. Et pour nous, ici, sur notre territoire hexagonal et français, on n'a pas été des pionnières du tout. Un petit mot de rappel. La loi sur la contraception, c'est 1967, décembre. Nos affaires, ça se règle souvent décembre ou la veille du 14 juillet, quand il y a moins de monde et qu'on peut voter des choses. Bon, loi sur la contraception, décembre 67. Ça veut dire que 6 mois avant mai 68, la grande libération de tout, nous, les filles, on n'avait pas un moyen sérieux d'être sûr de ne pas tomber enceinte si on faisait crac-crac. Voilà. Le planning familial qui s'est ouvert en 61 a ouvert à Paris son premier centre le jour où le planning familial de Londres fêtait ses 40 ans d'existence. 40 ans d'écart, voilà. Ça vous donne un petit peu une idée. Je vous le fais sur la contraception parce que c'est capital, parce qu'il a d'abord fallu que les femmes soient autonomes et qu'elles puissent maîtriser leur fécondité pour qu'elles aient le temps de s'occuper du reste. Et le reste a commencé par le viol. Et les années 75, à partir du moment où on a eu une petite loi à l'essai pour l'avortement médical, 5 ans à l'essai. J'ai encore pas trouvé une autre loi qui avait été mise à l'essai comme ça. Merci, Madame Veil. Bon, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler viol, à s'occuper du viol. Alors, vous savez, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Et quand on voulait faire entendre quelque chose, on faisait des manifestes. Alors, le premier manifeste contre le viol, c'est mai 76. Il avait 6 points. Le viol n'est pas une fable. Le viol n'est ni un plaisir ni un désir pour les femmes. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'avec ces manifestes, on sélectionnait, on cherchait d'attirer l'attention avec des signatures de femmes célèbres, de vedettes, etc. Bon, ça, c'est le début. Et puis, il fallait avoir avec soi des avocates et des personnes qui travaillent sur le droit, parce que avant la modification de décembre 1980, la loi ne définissait pas le viol. C'était déjà un crime, oui, c'est affreux, mais ce n'était pas défini. Et alors, ce n'était pas défini, on prenait la jurisprudence, alors je vous la cite, ouvrez les guillemets, un viol, c'était un coït illicite avec une femme qu'on sait ne point y consentir. Coït, c'est plus souvent pénis-vagin, d'ailleurs c'est prévu. Hein. Illicite, c'est ma femme, j'ai le droit. Avec une femme, pas de victime masculine, qu'on sait ne point y consentir, elle dormait. Voilà. Et c'est autour de ce scandale-là qu'il y a eu de très fortes mobilisations, qu'on a fait changer la loi et qu'on a obtenu une loi qui définit le viol en 1980 comme tout acte, puisque tout à l'heure on a parlé de la nécessité de connaître ses droits, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, ça c'est tout nouveau, par violence, menace, surprise ou contrainte. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est très important parce que c'est écrit, c'est dit, et ça c'est interdit. Même si j'ai une jupe, même si... Voilà, c'est interdit. Et on a encore du mal à ce que ça s'applique vraiment. 94 000 femmes sont victimes chaque année de viol dans notre société. 94 000. Où sont-elles ? Comment les aidons-nous ? Les avons-nous soutenues ? Ont-elles porté plainte ? 1 sur 10 porte plainte. Quand elles sont reçues dans des structures qui les encouragent, et je pense qu'avec Citadel, c'est ce que vous allez pouvoir faire, on voit que c'est 30% d'entre elles qui portent plainte. On a vu ça au COVA, au centre d'accueil d'urgence des victimes d'agression à Bordeaux. On voit ça, nous, à Viol Femmes Information, notre téléphone, ça fait 30%. Ça veut dire que tout de même, on est encore dans une société dans laquelle, bon, ma foi, allez, c'est fini. T'as pas le sida, t'es pas enceinte, tourne la page. Il faut penser à autre chose. Ouais. Et finalement, dans la grande lutte contre les violences, on a commencé anti-viol
Et puis, on a travaillé tellement fortement avec les situations de violence exercées dans le couple que l'anti-viol est passé un petit peu en dessous. Alors que les violences dans la relation de couple, le viol en fait partie. Ouais. Et alors justement, viol par conjoint, ça a embarrassé nos législateurs, parce qu'après 1980, il y a eu des premières plaintes courageuses. Et on a dit, attendez, est-ce que la définition, ça s'applique aussi aux partenaires conjoints ? Il a fallu 12 années, une décision de Cour de cassation pour qu'on l'applique aux conjoints violents. Et maintenant, il y a même une circonstance aggravante. C'est plus grave de violer quand on est le mari, le conjoint, l'ex-mari, l'ex-conjoint, le pacsé, l'ex-pacsé, l'amoureux, quoi. Voilà. C'est une révolution très importante. Et c'est pour ça que chaque année, le nombre de plaintes pour viol par conjoint augmente. Le collectif féministe contre le viol s'est constitué partie civile dans plusieurs affaires intéressantes à ce sujet-là. On verra si on en reparle. Mais peut-être là-dessus, Anne Bouillon, pour prolonger, on a quand même le sentiment depuis... alors, est-ce que c'est depuis MeToo ? J'en sais rien. Mais il y a une dizaine d'années, le terme même de féminicide, c'était un combat. Les gens ne comprenaient pas qu'on utilise ce terme. Aujourd'hui, il fait la une des journaux. Il y a une pression médiatique qui est évidente. Prenons, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu la presse ce matin, mais dans la presse nationale, voilà, toute la presse nationale titrait sur les marches de cet après-midi. Des enquêtes sont faites sur voilà, ces femmes victimes de féminicide, aujourd'hui 137, enfin ce samedi 137, et l'année n'est pas terminée. Il y a des enquêtes qui sont menées, on retrace leur parcours, y compris judiciaire. On se rend compte que 40% d'entre elles en fait, ont déposé plainte, que ceci n'a pas été suivi des faits. Bon, il y a quand même, globalement, une prise de conscience. On a le sentiment que quelque chose, dans l'opinion publique, si tant est qu'elle existe, a changé. Est-ce que c'est lié à MeToo ? Est-ce que véritablement quelque chose a changé ? Est-ce que le cadre juridique fait que ? Est-ce qu'il y a eu une pression ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là ensemble pour en parler ? Dans un moment où, effectivement, on sent que elles prennent la une. Ouais, c'est pas le fruit du hasard. Hein. On n'est pas là pour rien. Et Citadel, en 2019, je suis pas sûre qu'une telle structure aurait pu voir le jour il y a 5 ou 6 ans en arrière. Non, les choses progressent, les choses avancent. C'est réjouissant d'être là. Moi, je suis très contente d'être là. Et il fallait bien ça pour qu'on n'aille pas manifester avec les copines à Paris ou ailleurs. Mais on part de loin. On vient de le voir. On part vraiment de très loin. Et puis, on n'est pas arrivé encore. Il y a beaucoup de travail à faire. Et pour la partie qui m'occupe, celle de l'institution judiciaire, de l'institution policière, il y a des déclarations d'intention. Il y a un examen de conscience qui vient d'être fait par la garde des Sceaux. Et moi, chapeau bas, je salue. C'est une très bonne chose. Ça commence par ça. Je me méfie des déclarations d'intention et des effets de communication un peu faciles. Parce que ces examens de conscience, on voit bien qu'ils arrivent au moment où il y a des rapports circonstanciés, chiffrés, qui mettent en lumière toutes les carences. Il y a un constat implacable qu'on ne peut pas... Voilà. C'est difficilement évitable, en fait. Alors, on le constate... On le constate au sein des associations, on le constate certainement à l'hôpital. Moi, je le constate dans ma salle d'attente. Ma salle d'attente, elle n'a jamais des amplis. J'ai toujours reçu ces paroles de femmes qui viennent déposer leur souffrance dans mon cabinet, leur souffrance de ce qu'elles vivent au sein de leur foyer, mais leur souffrance de ce qu'elles vivent aussi lorsqu'elles s'adressent à l'institution. Donc, c'est vraiment une double peine. Et il m'a fallu combattre conjointement tout à la fois le mécanisme des violences, je pourrais en dire un mot, mais également m'assurer dans ma fonction de défense que le boulot de l'institution était fait. Peut-être un mot pour revenir sur le sujet de la table, parce que c'est vraiment un sujet intéressant de savoir ce que sont les violences. On peut avoir une approche historique, on peut avoir une approche systémique, on peut avoir une approche sociologique, anthropologique, certes. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de constater à quel point ces violences, nous y sommes habitués, tous et toutes, à quel point nous véhiculons parfois à notre corps défendant un système qui reproduit et qui perpétue les violences. Et moi, je constate à quel point je suis désemparée lorsque des femmes viennent me voir et me disent « Ne vous inquiétez pas, maître, je ne suis pas victime de violence. Simplement, mon mari, il n'est pas facile. Il me piste, il me traque, il m'interdit de voir mes copines. Il a mis un mouchard sur l'ordinateur. Il contrôle les dépenses. Et de temps en temps, il me viole. Mais je ne suis pas victime de violence conjugale. »
nommer les violences, nommer ce qui fait violence, arriver à mettre le doigt sur ce rapport inégalitaire de domination, de coercition, eh bien, c'est déjà lutter contre les violences. Et ça doit collectivement, et c'est pour ça que ce boulot qu'on fait ensemble, il me semble vraiment intéressant, parce que collectivement, ça fait monter notre seuil d'intolérance aux violences. Et Dieu sait s'il est élevé, notre seuil de tolérance aux violences. Voilà, donc nommer les violences, c'est extrêmement important parce qu'elles viennent se nicher dans des endroits où on ne les attend pas, dans la sphère administrative, dans la sphère économique, dans la sphère sexuelle, évidemment. Et le sacro-saint devoir conjugal a encore la peau vraiment dure. Moi, j'ai des femmes qui me disent je me conforme à mon devoir conjugal régulièrement. Et c'est toujours dans le Code civil, d'ailleurs, hein, on pourrait en parler. Donc, nommer les violences, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, les combattre et mettre en demeure celles et ceux, et en premier lieu les institutions judiciaires et policières, de faire leur boulot, c'est un autre combat. Alors, je vous rejoins, ça avance, ça évolue. Moi, je rencontre plein de gens qui sont mus de très, très bonnes intentions et qui ont à cœur de se former, de faire évoluer les choses, de ne pas reproduire les erreurs du passé. Mais lorsque j'entends notre ministre de l'Intérieur dire à propos de l'accueil dans les commissariats qu'il s'agit de rater, de louper, il a dit de louper, évidemment, ce n'est pas des loupés. Évidemment, encore une fois, ça participe d'un système organisé où la parole des femmes n'est jamais prise au sérieux, n'est jamais créditée de la même manière que la parole d'un homme. Et on est sur quelque chose, Françoise Héritier a parfaitement raison, d'éminemment culturel. Alors, peut-être pour continuer, Nathalie Vabre, je le disais, vous êtes pédiatre coordinatrice à l'unité d'accueil des enfants en danger au CHU de Nantes. On pense toujours donc dans violences sexistes, violences faites aux femmes. Voilà, les femmes sont au centre de cette phrase, mais il y a aussi les enfants. Et ces enfants, vous les recevez, et en préparant cet échange, on a tendance à se dire que les enfants sont témoins de ces violences. Or, vous m'avez reprise en disant non, ils sont victimes. Alors, c'est tout à fait juste. On sait bien maintenant, pour celles qui sont mères, celles qui subissent des violences et qui sont mères, leurs enfants sont évidemment victimes des violences, puisque même s'ils ne reçoivent pas de violences directes, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de coups ou d'insultes qui leur est directement destinées, à partir du moment où leur mère subit ces violences, et les enfants savent beaucoup plus de choses. Souvent, les mamans, je rejoins tout à fait ce que vous dites sur le déni, à la fois des professionnels et même pour les victimes elles-mêmes qui vont minimiser ce que vous expliquez. Non, mais moi ça va. Bon. 2-3 fois, il m'a frappé, ou 2-3 fois, parce que devant nous, les pédiatres, elles ne parlent pas des viols, même si on l'a, nous, dans la tête, évidemment. Mais elles n'en parlent pas devant les enfants, heureusement, d'ailleurs, qu'il faut qu'il y ait un autre lieu pour elles. Il y a une minimisation de la part de chacun, à la fois des personnes victimes. Les enfants se font souvent beaucoup plus de soucis pour leur mère, et parfois, les mères pensent même souvent, elles nous disent, mais heureusement, il n'a rien entendu, il était dans sa chambre, il dormait. Et nous, on reçoit les enfants en consultation, on les reçoit en hospitalisation, les enfants, les adolescents, et on sait qu'ils ne dorment pas quand leur mère subit des violences. Et d'ailleurs, ils ont des graves troubles du sommeil qui peuvent entraîner des troubles de la croissance, des troubles de l'attention en classe. Le stress et l'anxiété, je pense que Muriel Salmona l'a évidemment bien décrit ce matin, la question du stress qu'engendrent les violences à l'intérieur de la famille par la personne qui est censée les protéger justement des violences autant que faire se peut du monde extérieur, crée un stress terrible. Et ce stress terrible entraîne, on le sait très bien maintenant, comme toutes les violences faites aux enfants, peut entraîner des troubles sur la santé immédiatement, évidemment, mais aussi à distance, ça les gens le savent moins. Alors évidemment sur la santé mentale, bon, ça je pense que chacun peut l'imaginer, qu'on peut être plus sujet à avoir des dépressions, à avoir des tentatives de suicide, des mises en danger, des conduites à risque parce qu'on a subi des violences. Mais c'est aussi sur la santé somatique, c'est-à-dire que maintenant il y a plein de travaux qui montrent que quand on subit des violences, et les violences conjugales sont une violence à part entière, eh bien effectivement on est plus à risque sur certaines pathologies physiques aussi, c'est-à-dire à l'âge adulte, il y a des études de cohorte, c'est-à-dire sur beaucoup de personnes qu'on interroge à la fois sur leur santé et sur ce qu'ils ont pu vivre enfant, eh bien on s'aperçoit que leur santé physique est moins bonne, c'est-à-dire plus de cancers, plus de maladies auto-immunes, plus d'accidents vasculaires cérébrales, plus de diabète. Donc c'est vraiment un impact sur la santé des enfants extrêmement important. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que probablement, les études varient, et puis comme il y a cette minimisation et ce déni, sûrement les chiffres sont sous-estimés, mais dans au moins un tiers des cas, les enfants reçoivent en plus des violences directes.
et parfois qui ne disent pas, parfois qui sont, comme vous le disiez, le seuil de la société, le seuil de tolérance de la société, là maintenant, heureusement, ça va un peu mieux, mais quand même, il est très élevé. Et puis une personne qui subit des graves violences dans son couple, qui en permanence, comme a pu vous l'expliquer Mme Salmona, dissociée, qui vit un enfer avec une soumission vis-à-vis du conjoint violent, ne peut pas tout voir et tout entendre de ce qui arrive à ses enfants, ou va le minimiser parce que c'est le quotidien et que c'est comme ça. Et que nous, on voit souvent en consultation ou en hospitalisation des enfants qui décrivent des violences où quand on interroge les mamans, en fait, il s'est passé des choses terribles qu'elles authentifient en même temps qu'elles nous parlent. Et d'ailleurs, ça entraîne une grande souffrance parce qu'au moment où elles nous disent, ça les fait pleurer. Parce que quand elles nous disent, là, il a touché les enfants, il les a tapés, donc j'ai décidé de partir. Et puis quand on reprend le fil, quand l'enfant arrive à parler, en fait, ça fait bien longtemps qu'il reçoit des coups. Hier, quand on a échangé, j'en parlais d'une maman qui expliquait, non, il ne l'a pas frappé, mais plusieurs fois, il cassait une canette de bière et il menaçait l'enfant sur le cou avec le bout de verre. Mais il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché. Le bout de verre n'a pas touché. Et imaginez que ça, c'est pas une violence. Bien sûr qu'au moment où la femme le dit, elle s'en rend compte. Mais vous voyez, ça peut faire des mois, des années. Et on voit des enfants dans des situations... Le seuil de tolérance à la violence, en fait, pour ces femmes est tellement élevé que, de fait, il y a un impensé complet sur le statut... Et puis une culpabilité terrible pour ces mères, comme pour les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire comme toutes les victimes de violence, qu'elles aient 4 ans ou qu'elles aient 50 ans, il y a la culpabilité, il y a la honte d'en parler. Et ça, c'est tout à fait terrible. Et nous, on voit l'impact sur la santé à tous les âges. Je pense à quelques exemples, mais je pense à un jeune homme il y a quelques années qu'on avait reçu, 14 ans, menotté aux urgences tellement il avait été violent à son domicile, il avait cassé plein de choses, la télévision, il avait cassé du mobilier chez lui. La police est arrivée, les urgences, le SAMU, il avait une injection neuroleptique, est arrivé aux urgences, donc menotté, tellement, Ce garçon est arrivé menotté, lui il avait un œil au beurre noir. Et voilà, donc quand on reprend l'histoire le lendemain, on se dit, mais en fait, il a cassé la télé, mais lui, il a un œil au beurre noir. En fait, l'œil au beurre noir, c'est le père. Et lui, il explique très bien comment, en fait, ça fait des années que lui s'interpose et il voit sa mère subir des violences. Et là, il n'en peut plus, il a tout pété chez lui. Donc, ces crises classiques, nous, on appelle classiques, c'est-à-dire d'enfants ou de préadolescents ou d'adolescents qui cassent tout, qui menacent les autres, que ce soit à l'école ou dans des lieux, dans des lieux collectifs. La première, c'est une chose à laquelle nous, on pense immédiatement, les pédiatres, les psychologues, les pédopsychiatres, on pense aux violences subies, évidemment. Je pense à un petit garçon de... Alors peut-être, j'ai déjà souvent raconté cette histoire, mais je trouve qu'elle est tellement parlante. On a reçu un petit garçon qui faisait comme ça des crises classiques, qui était placé et puis qui depuis déjà au moins 2 ans. Et en fait, il a pu dire pendant son hospitalisation, a pu raconter un événement que les professionnels qui s'occupaient de lui ne connaissaient pas parce que ça n'était pas dans son dossier. Il n'en avait jamais parlé, mais il racontait une scène de violence terrible où 2 ans avant, donc il devait avoir 6-7 ans, il avait plusieurs fois, il s'était déjà interposé entre son beau-père et sa mère. Là, le beau-père avait saisi un couteau et il nous raconte ça. C'est-à-dire qu'il dit, je me suis dit, là, il est trop fort avec le couteau, je ne peux rien faire, je peux juste aider mon petit frère. Donc, je suis montée à l'étage, j'ai pris mon petit frère, j'ai pris la déesse pour pas qu'il pleure et qu'il s'ennuie. On s'est enfermé dans le placard, dans un placard de vêtements, et je l'ai fait jouer, je lui parlais pour pas qu'il crie, pour pas qu'il pleure. Et il est sorti, il est sorti de son placard quand il a entendu les sirènes. Et il a vu les secours qui étaient là, la police, les voisins. Il a vu partir sa mère sur un brancard avec une flaque de sang par terre. Il se trouve que sa maman, heureusement, n'était pas mortellement blessée. Elle avait une blessure au bras. Ce qui fait qu'après, pour les professionnels, il y a eu aussi minimisation de l'événement puisque, heureusement, cette dame n'avait pas subi à ce moment-là une blessure mortelle. Mais cet enfant-là, le stress qu'il a vécu, il est évident qu'on voit bien comment c'est l'impact sur la santé après. C'est peut-être ce que nous montrait tout à l'heure le film Celles et ceux d'entre nous qui ont regardé Avant que de tout perdre, où vraiment la tension et l'angoisse et la panique des enfants est très très forte quand le petit garçon là s'accroche à sa mère parce qu'il a peur qu'elle soit confrontée à l'homme qui a failli la tuer quelques jours avant. C'est bouleversant parce que ce sont des enfants qui vont essayer de protéger leur mère des violences du père. C'est le monde à l'envers, quoi. C'est à nous de protéger nos enfants. C'est impressionnant. Hervé Courrouge, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre entre ce
qu'on entend par violence sexiste, ces violences sexuelles, l'impact que ça peut avoir, le déni, l'impact sur les enfants, et puis du coup cette spirale systémique qui se recrée parce que ces enfants victimes, de fait, deviendront peut-être en fait des auteurs ou encore des victimes. Vous représentez ici, vous êtes vice-président du département de Loire-Atlantique, je le disais, à la jeunesse, à la citoyenneté. Comment, quand on est une autorité publique, on prend en considération cette réalité qui est systémique ? Vous avez cité le film qu'on vient de voir. Je ne l'avais pas vu, donc je me suis mis tout au fond et je l'ai regardé. Effectivement, j'en ai encore, honnêtement. On y est encore un peu. Et puis, vous avez pris la parole. Je le suis encore plus maintenant avec ce que vous avez raconté. Je ne suis pas spécialiste comme vous l'êtes. Je me rapproche un petit peu plus d'Aïcha en tant comme politique. Les institutions, l'institution, le conseil départemental que je représente aujourd'hui, est en tous les cas préoccupé par ce phénomène, mais depuis de nombreuses années, puisque nous intervenons sur ce sujet. Nous intervenons auprès d'associations, de structures qui elles-mêmes interviennent sur ce sujet. Donc j'aurais dû commencer un petit peu aussi comme ça. Si nous intervenons sur cette thématique, c'est parce que c'est une volonté politique. Ce n'est pas sur les compétences d'un département, ce n'est pas inscrit de par la loi que nous devons nous occuper des violences faites aux femmes, ni même les discriminations, ni même l'égalité homme-femme. Je voudrais juste saluer ma collègue Marie-Paule Gaillochet qui est ici présente, qui travaille avec moi sur cette thématique. Donc c'est une véritable volonté politique de notre président, Philippe Grosvalet, de travailler auprès de ces structures, de ces associations. Et puis, juste une toute petite parenthèse, pour reciter Citadelle, c'est tout naturellement, quand Johanna Roland a pris son téléphone pour appeler Philippe Grosvalet et lui dire voilà ce qu'on est capable et on va mettre en place là, voilà, et c'est concrètement, on va le faire concrètement. C'est tout naturellement que Philippe Grosvalet a dit banco, on vous suit, on sera à vos côtés, puisque on travaille déjà sur cette thématique, mais en plus avoir ce centre-là sur Nantes, inédit en France, parce que comme l'a rappelé Aïcha, avec la femme qui sera demain victime de violence pourra accéder à ce lieu et n'aura pas besoin d'aller à droite, à gauche, devant, derrière, poursuivre tout un tas de procédures. Forcément, on est derrière. On travaille, comme je vous l'ai dit, avec des structures, avec les collectivités, celles qui ont aussi cette volonté de travailler sur cette thématique. Et puis, même si c'est un sujet compliqué, très dur, très difficile, même si on a cité un tout petit peu le mouvement MeToo, mais est-ce que ça a libéré vraiment la parole ? Peut-être que oui, peut-être que... honnêtement, je ne sais pas. Très certainement, oui. Bon, voilà. Mais... c'est compliqué d'en parler encore. C'est un sujet de l'intime. Et puis, alors là, si c'est l'homme politique qui vous parle, croyez-moi, ma collègue et moi, sur le département, nous faisons tout ce que nous pouvons pour inciter les maires et puis nos collègues élus à s'emparer de cette thématique et de pouvoir en parler librement. Alors, le librement, je le mets entre guillemets, bien évidemment. Oui, parce qu'effectivement, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a encore un tabou qu'il faut faire sauter. Ouais, moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Anne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a collectivement une responsabilité, peu importe où est-ce qu'on est. Qu'on soit professionnel dans une structure, qu'on soit élu, comme je le suis, qu'on soit médecin, qu'on soit avocat. Toute la société doit se saisir de cette question. On est dans une société patriarcale. Il y a aujourd'hui des modèles à modifier. Et tout passe, à mon sens, par l'éducation. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut agir. Dès le plus jeune âge, il faut pouvoir expliquer aux garçons et aux filles des écoles,
dès la crèche, suivi de la maternelle, qu'ils ont les mêmes droits et qu'il n'y en a pas un qui doit dominer l'autre. Donc il faudra des générations pour que la société soit modifiée. Les petits garçons, ça pleure pas. Un petit garçon, ça pleure. Ça a le droit de pleurer. Un petit garçon, ça peut jouer à une poupée. Ouais. Une fille peut aller jouer au coin voiture. Voilà. Elle peut faire du foot. Elle fait ce qu'elle a envie. Et un garçon fait ce qu'il a envie. On est vraiment sur la question de libre choix des uns et des autres. Mais il n'y en a pas un qui vient dominer l'autre. Et ça, il faut le travailler dès le plus jeune âge. Tous les adultes qui sont aujourd'hui auprès des jeunes enfants. Et je vais parler pour la ville de Nantes. Nous, on a formé nos professionnels. Sur ce mandat-là, il y a eu une volonté forte, puisque du coup, le marqueur de Johanna Roland, ça a été l'égalité. Il y a eu une formation de l'ensemble des professionnels qui travaillent auprès des enfants pour à la fois changer leur processus qu'ils avaient l'habitude de faire. On ne peut pas aujourd'hui dire à une ATSEM qui est en activité depuis 15 ans, 20 ans, à qui on n'a pas... qui n'a pas eu de formation sur ce sujet-là, on ne peut pas lui reprocher d'avoir envoyé, j'ai envie de dire, naturellement les petites filles du côté des dinettes et les garçons du côté... Mais aujourd'hui, ils sont formés à ne plus, imposer les choix des uns et des autres. Juste, effectivement, le département œuvre sur ces thématiques. Une des compétences obligatoires, les collèges. Donc effectivement, nous travaillons avec des structures qui interviennent auprès des collégiens. Mais finalement, on parle des collégiens. Donc vous êtes en 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, de la 6e à la 3e. Ça devrait commencer beaucoup plus tôt. Bien sûr. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus tôt. Donc là, je pense que notre ministre de l'Éducation nationale devrait peut-être aussi revoir les programmes, et plutôt que de... non, je ne vais pas critiquer l'éducation nationale, je ne peux pas. Non, vous ne critiquez pas l'éducation nationale, vous critiquez un ministre de l'éducation nationale. Il y a peut-être des sujets qui sont réellement plus importants que d'autres pour effectivement l'épanouissement de nos enfants. Juste un mot, moi j'ai une fille qui est collégienne qui est là et je constate à quel point les injonctions de genre sont déjà extrêmement puissantes et extrêmement à l'œuvre dans la cour du collège. Et féministe que je suis, j'essaye de déconstruire tout ça. Je la traîne ici un samedi après-midi. Mais vraiment, il y a beaucoup de travail, même pour les gens déconstruits et avertis. Et encore une fois, sans insister là-dessus, moi je m'auto-surprends à reproduire encore une fois des mécanismes de la domination vraiment à mon corps défendant. Mes deux plus grandes filles peuvent dire à quel point je dis, alors qu'il y a des garçons à table dans la maison, les filles venaient mettre la table. Des choses comme ça, donc ça nous dépasse. Juste un mot sur ce que vous disiez, Dr Vab, parce que du côté de l'institution judiciaire, les choses avancent aussi sur la question des enfants, avec une prise en considération des enfants et à la fois une culpabilisation des mères. Je m'explique. J'ai constaté devant les juridictions pénales et récemment à Nantes des poursuites engagées contre un auteur de violence qui avait perpétré des violences contre une femme et qui était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel parce que ses enfants avaient été directement témoins de ce qu'il avait fait subir à leur mère. Et donc, il était poursuivi par le procureur pour des violences à l'encontre des enfants, alors qu'il n'avait pas porté la main sur les enfants. Mais le petit garçon qui avait vu sa mère se faire massacrer par son père avait déféqué sur lui, choqué de ce qu'il avait évidemment constaté. Et le parquet a engagé des poursuites contre l'homme pour avoir perpétré des violences sur le petit garçon. Arrivée à l'audience, j'étais triomphante avec un sentiment de satisfaction non fin. Et le procureur à l'audience m'appelle en me disant « Non mais maître, je ne sais pas quel collègue a fait ça, c'est n'importe quoi. » Évidemment, j'abandonne les poursuites contre ce monsieur pour les violences qu'il aurait fait subir à son fils puisqu'il ne l'a pas frappé. La déception fut cruelle, mais néanmoins, le tribunal correctionnel est saisi. Et donc, le tribunal correctionnel avait tout loisir de rentrer en voie de condamnation à l'endroit de cet auteur pour les violences qu'il avait fait subir à ce petit garçon. Alors, à Nantes, il y a des magistrates qui se sont saisis de cette problématique et qui ont créé des audiences dédiées au contentieux intrafamilial. Elles ne pouvaient pas appeler ça contentieux violence conjugale parce que c'est encore politiquement incorrect, mais elles ont dédié des audiences au contentieux intrafamilial. Elles se sont fait traiter de fémènes par leurs collègues. On leur a dit qu'elles allaient casser du mec pendant leurs audiences, que tous les principes du droit de la défense, etc., seraient abandonnés. Bref, elles ont tenu bon. Elles ont créé ces audiences il y a 18 mois.
Et ces audiences ne désemplissent pas, donc je pense que Citadel ne désemplira pas, parce que dès lors qu'une structure est produite pour répondre à ça, eh bien, elle trouve sa réponse. Et nonobstant les réquisitions du procureur de la République, elles ont condamné ce monsieur pour les violences qu'il avait fait directement subir à son fils. Et à ma connaissance, c'est une première en France, et sans doute ça fera jurisprudence. Donc ça, c'est tout à fait favorable. Mais je nuancerai mon propos lorsque je passe, et je vois des consoeurs dans la salle, lorsque je passe devant la juridiction familiale. Moi, je m'insurge encore des injonctions à la coparentalité qui sont faites aux femmes victimes de violences conjugales, de ces injonctions totalement anachroniques. Merci, on voit de quoi on parle. Et de ces injonctions à la médiation familiale avec des auteurs de violences conjugales, donc entre auteurs et victimes, avec ces injonctions qui sont faites aux femmes à départir la question des violences qu'elles ont subies et du père, bon père que ce monsieur pourrait être. Ça, c'est insupportable. Et là, il y a vraiment encore beaucoup de boulot à faire devant les juridictions familiales qui, au motif de ce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer, eh bien, balaie d'un revers de manche la réalité des violences subies et considère que, ma foi, les femmes en font un peu beaucoup, voire un peu trop, avec ces histoires de violences conjugales. Je crois que là aussi, le législateur doit à nouveau se saisir et revoir sa copie, notamment sur les ordonnances de protection judiciaire. Je pourrais parler une demi-heure des ordonnances de protection judiciaire, je ne vais pas le faire. Mais voilà, j'attends de voir ce qui sera annoncé. Je sais à peu près ce qui sera annoncé par Marlène Schiappa demain et après-demain. Je crois que les attentes vont être un peu déçues. Oui, c'est effectivement, les associations disent effectivement que ça va être un Grenelle qui va accoucher de pas grand-chose. Marie-France Cazet. C'est ça notre problème face à ces situations-là. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui était tellement énorme, majeur et non discutable qu'on a avancé, mais il nous reste beaucoup à faire. Et quelquefois, il faut qu'on fasse attention à ne pas se laisser décourager, parce qu'on va se poser la question, ce que je suis en train de penser, ça rapporte à des agresseurs ou à des victimes? Et vous allez vous apercevoir que pour une série de nos réactions, finalement, si je réfléchis, non, ça rapporte aux agresseurs. Donc, stop. Et le découragement, ça rapporte aux agresseurs. Donc, on ne se découragera pas. Voilà. On est fiers et contents d'avoir conquis ça. On va continuer plus loin. Mais c'est vrai que l'impact sur les enfants des violences exercées dans le couple, on en parle en France seulement depuis 10 ans. Donc ça fait 0,005 secondes sur l'échelle de l'humanité. On a du travail à faire, mais on a des intervenants, on a des stratégies, on a des recours thérapeutiques, ce qu'on n'avait pas du tout, à quoi on ne pensait même pas il y a 20 ans. Alors, effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que ce que vient de dire Madame Bouillon, c'est-à-dire qu'on est parfois extrêmement surpris de l'absence de protection des enfants au-delà d'une séparation dans ce qui va suivre. C'est-à-dire que s'il y a eu un père qui a été extrêmement violent, comment peut-on faire le pari fou qui va être absolument charmant quand il sera seul avec les enfants à la maison? Et on reçoit beaucoup, puisque notre unité à la fois reçoit des enfants en consultation ou les voit en hospitalisation, mais aussi les reçoit en réquisition. On voit effectivement beaucoup de femmes très découragées, avec des enfants qui révèlent des violences en visite chez le père. Et qui, donc on voit ces enfants qui révèlent des violences qui ont toujours existé, d'abord quand les parents étaient ensemble et qui perdurent au-delà. Et puis les femmes qui ont peur, c'est-à-dire qu'au-delà de à qui il a fallu beaucoup de courage pour venir porter plainte pour leur enfant, qui subit des violences au domicile du père, alors qu'elles se sont séparées d'un mari violent, que souvent les violences conjugales, enfin les violences de cet homme continuent à travers du harcèlement, à travers effectivement de la manipulation, à travers des enfants. Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'il y ait une mesure de protection vis-à-vis du père, une mesure éducative sur le plan de la protection de l'enfance vis-à-vis de celui dont on a authentifié qui a été condamné pour des violences, que ce soit sur la mère ou aussi sur les enfants, et qu'on n'imagine pas qu'après, ça va super bien se passer. Hein. Et puis, effectivement, travailler quel discours, comment on prend en charge ce père-là, avant de pouvoir se dire qu'il peut recevoir les enfants, avoir un droit d'hébergement. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un enjeu important. Alors justement, là-dedans, on est presque dans une triangulation parce qu'il y a la prise en charge de la victime, de la femme, de la mère, il y a la prise en charge des enfants. Et qu'en est-il en fait du père, du mari, du conjoint, de l'ex-conjoint? On l'évoquait tout à l'heure, ce sont souvent en fait... des gens qui eux-mêmes ont vécu des violences petits, qui sont dans un système de reproduction.
comment est-ce qu'on casse ça pour ceux qui sont les auteurs? Alors moi, je pense que la première façon de casser, c'est de dire stop. L'acte que vous avez commis là, il est interdit, il est puni, vous en êtes responsable. Mais Donc si c'est on la ne le fait punition. pas, oui, parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, et ça lui rend la possibilité de redevenir un citoyen libre. On va maintenant chercher à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à lui, dans sa propre carrière d'être humain, pour qu'il soit abîmé, pour qu'il ait besoin de s'approprier les gens, de les attacher, de les maîtriser. Est-ce qu'il ne se considère pas comme quelqu'un d'aimable, comme quelqu'un vers qui on peut venir? Parce que c'est vrai que l'origine de ces comportements, elle remonte à ce qu'ont subi ces personnes dans ces années tellement exceptionnelles et tellement à la fois constructives ou destructrices que peuvent être les années d'enfance. Mais c'est une autre histoire. Et il faut d'abord le dire stop. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas excellent sur la prise en charge des partenaires violents. On a eu plusieurs expériences de ci, de là. Je ne sais pas si dans votre région, ça marche mieux qu'ailleurs. Par contre, je voulais ajouter une petite chose sur la protection par rapport à la garde. Donc, j'ai été victime de violences conjugales. J'ai quitté mon partenaire violent. Nous sommes en train de divorcer, ou nous avons divorcé, mais il a un droit de garde et d'hébergement. Et on avait mis en place, il y a quelques années maintenant, une mesure d'accompagnement protégé. Vous avez aussi ça ici ? C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher l'enfant au domicile de la mère, qui l'accompagne au domicile du père, qui va le chercher au domicile du père et qui le raccompagne au domicile de la mère. Alors, ce truc-là, c'est copie directe de l'Espagne. Ça a été expérimenté dans le département de la Seine-Saint-Denis, notre département pionnier. Et sur les 50 premières mesures décidées par le juge aux affaires familiales, 26 papas ont dit, dans ce cas-là, je ne veux pas la garde. Et ça, j'avais trouvé que c'était intéressant. C'est-à-dire que pour certains de ces conjoints violents, leur attention à l'enfant, qu'ils nous réclament tellement, leur sert simplement d'instrument. Voilà. Et puis alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est que dans le voyage entre le domicile de la mère et le domicile du père, le gamin, il raconte. Il explique, il dit je suis drôlement content, la semaine prochaine, on va m'emmener à tel... Papa a dit qu'il m'emmènerait. Quand on vient le chercher le dimanche soir, on lui dit alors papa, il t'a emmené aux zoo de je ne sais quoi? Ah ben non, papa, il n'était pas là. J'étais chez la voisine, tu sais, elle est gentille, la voisine, elle a un chien. Bon voilà. Si c'était la mère qui racontait ça, on dirait tout de suite, elle porte préjudice. Et c'est pas mal ça. Donc j'espère que vous allez avoir ça. Je voulais juste dire que la majorité des personnes maltraitées ne maltraitent pas leurs enfants. Mais que, par contre, quand on voit des personnes maltraitantes, effectivement, c'est des gens qui ont eu des enfances. Personne qui a eu une enfance choyée se met à maltraiter son conjoint ou ses enfants. Et que parmi les violences, malheureusement, effectivement, il y a un risque de reproduction dans les violences, et que les violences conjugales sont celles qui sont particulièrement à risque de reproduction. C'est-à-dire de devenir, si on est enfant qui n'a pas été aidé, si ça n'a pas été nommé, c'est pour ça que vous avez raison, il faut nommer les violences et bien de reproduire, soit de devenir soi-même victime, soit de devenir soi-même auteur. Et que la question de la délinquance, par exemple, est une question où on retrouve beaucoup de violences conjugales. Donc, lutter contre les violences intrafamiliales, lutter culturellement contre la culture de la violence, et vous avez raison, c'est avoir aussi des enfants qui deviennent des meilleurs citoyens, en meilleure santé, et qui vont mieux traiter leur entourage. Quelqu'un nous avait beaucoup aidé là-dessus il y a déjà très longtemps, c'est Alice Miller, et celles et ceux d'entre nous qui travaillent avec les enfants, lisez Alice Miller, parce qu'elle nous montrait comment, en effet, tous ne deviendront pas, parmi les enfants victimes, tous ne deviendront pas des enfants délinquants, etc. S'ils ont eu, s'ils sont protégés, si la chose est prise, et puis s'ils ont eu dans leur carrière d'enfant un témoin solidaire qui était à côté d'eux, qui a dit, tu sais, ton père... Oui, d'accord, c'est dégueulasse ce que tu as fait là, mais on n'avait pas le droit de t'enfermer 2 jours dans un placard, etc. Et ça, je trouve que c'est un message pour nous, parce que nous pouvons être en contact avec des situations qui n'auront pas une bonne résolution judiciaire, qui vont nous décevoir. On va se dire, je n'ai rien fait pour cet enfant. Si, vous avez déjà dit, la situation, celle-là, elle aurait dû, elle devrait donner, voilà. Et même ça... c'est quelque chose d'important. J'appelle ça l'étalissement. Oui. Ne minimisons pas ce que nous pouvons faire alors que nous avons le sentiment de faire si peu. Anne Bouillon.
Un mot. Sur la question des auteurs, je pense qu'il faut une réponse pénale forte, il faut une réponse pénale qui protège les victimes, il faut une réponse pénale qui envoie un signal tout à fait intelligible à tout le monde, qui remette un peu le monde à sa place, hein, l'auteur et la victime. Je ne suis pas convaincue que des sanctions fortes découragent quiconque, sinon la peine de mort. Bon, bref. Mais effectivement, une réponse pénale, certainement pas une médiation pénale, toujours cette idée de ce que, allez, mettez-vous d'accord, faites-vous un bisou, ça ne marche pas. À Nantes, il y a des groupes de parole d'auteurs de violences conjugales qui fonctionnent plus ou moins bien. C'est-à-dire que confrontés à leur propre comportement, ça peut avoir un effet miroir qui a un impact. Pour être clair, c'est quoi? On est dans de la justice restaurative, c'est-à-dire des groupes... Non, pas forcément. On est pas dans la justice Non, ça peut être restaurative. sous contrôle judiciaire. Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas de la justice restaurative, c'est une peine qui est prononcée. Okay. Il y a des Ouais, stages de sensibilisation qui doivent être financés. Responsabilisation, quoi, voilà. Qui doivent être financés eux-mêmes par les auteurs. Et donc, où, précisément, on vient déconstruire le mécanisme des violences, on vient expliquer et permettre à la parole d'être déposée. Mais encore une fois, les résultats sont variables. J'ai évidemment pas de réponse définitive sur la manière dont il faut prendre en charge les auteurs de violences conjugales. J'ai simplement une réflexion. Et cette réflexion, elle se nourrit aussi de la composition de cette salle. Je crois qu'il faut, si on élargit un peu la focale, faire vraiment en sorte que le féminisme soit aussi l'affaire des hommes et que les hommes s'engagent dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes. C'est, à mon avis, déterminant. C'est en faisant que nos fils, nos maris, nos pères soient féministes que collectivement, on changera cette société. Et sans ça, ce sera une accumulation de sparadrap sur une jambe de bois. Alors, Aïcha, Hervé, au vu de ce qu'on vient d'entendre, moi, ce qui m'interroge, c'est... Voilà, on se dit qu'il y a tout un système à remettre à plat, que les hommes doivent être des alliés hein, et doivent aussi devenir féministes, ok, mais du coup, ça veut dire que dès le plus jeune âge, il faut s'attaquer à ça. Ça veut dire que, comme vous le disiez à l'instant, c'est former les agents pour reconnaître, pour accompagner, pour ne pas juger. Pour réagir. C'est pour réagir, effectivement. Ça demande des moyens. On parlait des résultats du Grenelle qu'on attend. On n'aura certainement pas, même si Édouard Philippe le disait, 1 milliard sur la table. Mais bon, comment est-ce qu'on met en place, voilà, dès le plus jeune âge, en bas d'immeubles, au sein des associations, partout, alors à minima sur Nantes, sur la Loire-Atlantique. Plus tard, peut-être, on pourra rêver à quelque chose de plus grand. Mais l'enjeu, est-ce qu'il est là? Enfin, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a tous et toutes une responsabilité là, là où on est. Évidemment, pour que les choses se fassent, la puissance publique est évidemment intéressante. Et on est sur une question de volonté politique. À partir du moment où il y a une volonté politique de s'atteler et de faire en sorte qu'on est sur une vraie question d'égalité et qu'on lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, l'exemple de Citadelle, voilà, sur Nantes, on voit bien, il y a eu une volonté politique de Johanna Roland aujourd'hui de créer Citadelle. Rien, vraiment, aujourd'hui, n'oblige une collectivité territoriale, même une ville comme Nantes, de s'emparer de ce sujet. Et pourtant, elle l'a fait. Elle l'a fait parce que ce sujet est extrêmement important. La question de l'égalité femmes-hommes, la question effectivement de lutte contre les violences est important. C'est un investissement pour la ville. Hein. Pour ceux qui ont pu participer, qui étaient présents ce matin, quand Johanna Roland racontait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On lui a dit, enfin l'administration a été dans son rôle, hein, évidemment, on lui a dit, mais attendez, est-ce qu'on va faire du 24 heures sur 24 tout de suite? On peut peut-être proposer du 9h, 18h pour commencer. Est-ce qu'on est obligé de le faire le week-end? Non. Elle a dit non, ça sera du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, moi, ce que j'entends là-dedans en creux, c'est qu'il y a quand même globalement un manque de volonté politique de s'attaquer en fait à ce système. Je pose des questions bêtes, mais parce que je veux les réponses. Ou des ignorances. On est à la fin d'un Grenelle. Ou des ignorances. On aura lundi, normalement, des propositions. Mais on voit bien que ce qui a été avancé le 3 septembre dernier, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des enjeux. On peut se le dire ici, je ne sais pas si tout le monde partage, en tout cas cet avis, en tout cas c'est le mien. On n'est pas aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur de cet enjeu, très clairement. Donc il faut s'y mettre.
Hervé Courrouge. Mais nous avons commencé déjà Voilà, quand même. voilà. Non, mais Continuons le combat. Là où je suis d'accord avec Maître Bouillon, alors le politique, c'est une volonté politique, on doit tout faire. Mais effectivement, un homme, une femme qui se rencontrent, qui font des bébés, qui ont la chance d'avoir un garçon ou une fille. Effectivement, quand vous commencez à dire au garçon, tu es plus grand, tu es le plus fort, et puis tu vas aller défendre ta sœur. Alors, à titre complètement perso, j'ai 4 enfants, j'ai un garçon, 3 filles. Moi, j'ai appris à mes filles à se battre comme j'ai appris à mon fils de se battre. Ils doivent se défendre. Voilà. Non, mais il n'y a pas de secret. Capital. Le politique, il doit faire effectivement ce qu'il peut. Il doit le faire. C'est une évidence. Mais attendez, le citoyen après, et la citoyenne aussi. Oui, mais Marie-France, pardon. Mais il y a aussi, en fait, une évidence. Oui, mais il y a aussi globalement quelque chose. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. On sait à quel point. Prenons un exemple basique. La France, ça fait plusieurs années en fait qu'on a un débat stérile autour de la fessée, pas la fessée. Ah, justement, ça y est, c'est fini. Mais non, mais ni claque, ni fessée depuis le 17 juillet 2019. Chic. Oui, et encore en juillet, pour reprendre ce que vous Oui, disiez. absolument. Non, mais on sait à quel point cette question. Quand même, c'est intéressant. Oui. Capital. Voilà. Mais moi, je vais finir mon propos. On sait à quel point, en fait, ces questions ont suscité des débats absolument hystérique. Oui. Mais de fait, est-ce qu'on a un problème, et je vais le poser là, est-ce qu'on a un problème culturel en France? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de pourquoi on ne veut pas se poser ces questions-là? Parce qu'il faut remettre en cause complètement tout notre système éducatif. Oui. Et... Mais oui. Vous ne connaissiez pas Marie-France Casalis. Elle... J'adore. Donc, voilà. Hervé Courrouge, je veux bien. Moi aussi, je fais de la boxe. Oui, comme ma voisine. Voilà. Moi aussi, je fais de la boxe. Oui, mais à un moment, ce ne sera pas suffisant. Non, bien sûr que ça ne sera pas suffisant. Et alors? Et pourquoi? On a des bien-pensants en France, ça c'est clair. On n'a que une grande majorité de bien-pensants. Mais à un moment donné, vous prenez le taureau par les cornes, pardon pour cette expression. Mais après, je vais laisser... La question du respect, le respect de l'autre qui s'apprend à l'école, c'est le respect de l'autre indépendamment du genre. Il ne doit pas être genré, c'est-à-dire qu'on doit respecter l'autre, quel qu'il soit. Et je pense qu'il y a des adolescents dans la salle. Moi, j'ai des adolescents qui pensent aussi à ceux qui sont transgenres, ceux qui n'ont pas envie de choisir un genre, ceux qui... Voilà. C'est la question du respect de l'autre et de la limite. Et que l'éducation, ce n'est pas la soumission. Vous parliez des fessées. Effectivement, on peut donner une fessée à quelqu'un qui est plus petit que soi. Quand il fait, comme mon petit dernier, 2 têtes de plus que moi, on ne risque pas de lui donner une fessée ou une gifle. Hein. Ou alors, effectivement, on voit des parents arriver aux urgences ou en consultation qui nous disent « il m'a frappé ». Les adolescents qui frappent leurs parents, c'est qu'ils ont appris ça. Parce que la violence, ça s'apprend. Et le respect de l'autre, ça s'apprend. Et effectivement, dès tout petit, on doit apprendre le respect et l'égalité, quel que soit le genre, quel que soit le phénotype, quel que soit, ou si on n'en a pas de genre, c'est le respect de l'autre être humain. Et effectivement, abolir les fessées et les claques, c'est dire on ne peut pas, parce que l'autre est plus petit, pouvoir le soumettre. Ça n'apprend pas, ça fait en plus, c'est des mécanismes qui font jouer le stress, qui fait que l'enfant qui reçoit une fessée ou une gifle, il n'apprend rien. Il a juste peur. Donc en plus, quand on croit qu'on va leur apprendre quelque chose, on peut poser des limites sans châtiment corporel. Et ça, c'est effectivement un combat. C'est-à-dire que je pense que tous ces combats, ils vont ensemble. On ne peut pas en mener l'un sans l'autre. Hein. C'est vraiment... On doit les mener ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer une force physique sur l'autre pour lui faire comprendre quelque chose, pour le soumettre, pour le dominer. C'est inacceptable. Et ça doit s'apprendre dès tout petit. Quelle que soit la personne qu'on a en face de soi. Mais alors, si on pense aux violences à l'encontre des enfants, il faut quand même... vraiment, on a un mea culpa bien plus fort que les violences faites aux femmes. Je veux dire, les violences faites aux femmes, il y a des mouvements, il y a des associations, on les entend, elles font des banderoles, elles se promènent. Là, en ce moment, on est là à hurler. Les enfants ne se promènent pas, n'ont pas de banderoles et n'ont pas de délégués syndicaux qui parlent pour eux. Et ça, vraiment, moi, j'ai quelques bonnes décennies de lutte. Et il y a eu plusieurs périodes dans notre histoire où la violence à l'encontre des enfants a été en vedette. Et on a travaillé en 84-86 dans les écoles. Il y avait des campagnes de prévention des agressions sexuelles et mauvais traitements envers les enfants. Ça a duré 2-3 ans. Et puis dodo. Et puis après ça, il y a autre chose. Et puis dodo. Parce que notre problème pour les enfants, c'est que leurs agresseurs, ceux qui leur font du mal, c'est d'abord leurs parents et puis les gens qui s'occupent d'eux. Et donc, ma présidente au collectif féministe contre le viol, la docteure Emmanuelle Piette, dit que les pédocriminels ne travaillent pas en gérontologie.
Voilà. Et c'est vrai que si on a un intervenant, un entraîneur de foot qui est formidable, qui plaît à tout le monde, quand il fait des choses qui ne sont pas formidables, qui plaisent à personne et qui sont des agressions sexuelles contre les enfants, qui va entendre cet enfant? Comment est-ce qu'on va bouger? Et quand il se confie, à qui il va où il va être encore entendu? faut-il pour ça, je rebondis sur ce que vous dites, Marie-France Casalis, encore faut-il pour ça en fait que l'enfant ait conscience que son corps lui appartient, que c'est son intégrité. Enfin voilà, et là-dessus aussi, ils ont quand même beaucoup de gestes. C'est flou dans leur tête, mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas simplement leur façon de nous le dire. Ça nous dérange. Ça nous dérange. Et on va pas plus loin. On n'est pas formé pour entendre. Oui. Nathalie va peut-être là-dessus. Souvent, on s'arrête simplement au mal-être. Je comprends pas. Il adorait le foot, maintenant il veut plus y aller. Ah bon, on sait pas ce qu'on fait avec ce gosse. Bon, ça n'aide pas à se confier. Hein. Peut-être là-dessus, sur la question de l'apprentissage dès le plus jeune âge, alors à la fois de ces questions d'égalité, etc. Il y a aussi toute la question de l'intégrité physique, mon corps m'appartient. Ouais. Là-dessus, on est aussi très en retard. Mais non, mais c'est quand même une révolution. Mais oui, bien sûr, Marie-France. Je vais vous piquer le micro. Là-dessus, est-ce que vous diriez, Nathalie Vabre, qu'on est en retard sur ces questions ou pas? Je pense qu'il y a des choses qui progressent. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas être pessimiste. Il y a beaucoup de choses qui progressent et qu'effectivement, quand on parle par exemple de la culture du viol, effectivement, d'imaginer que c'est normal d'être embrassé, par exemple, qu'un enfant soit embrassé. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire que nous, on n'embrasse pas et que quelqu'un qui veut absolument embrasser un enfant parce qu'il est mignon, parce qu'il est joli et qu'il en a envie, je veux dire sans intention de sexualité, c'est déjà quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants, on doit dire bonjour, on apprend la politesse. La politesse passe pas par un rapprochement physique et par être obligé d'embrasser, d'aller dans les bras, de s'asseoir sur les genoux de quelqu'un. Effectivement. Et puis, il y a toute la question, voilà, on est là pour parler des femmes, effectivement, et du retentissement sur les enfants, mais de cette domination, elle passe aussi par là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier le corps de l'autre. Donc, apprendre que son corps appartient, oui, mais aussi apprendre que le corps de l'autre ne vous appartient pas. Donc, on ne peut pas aller embrasser quelqu'un qui n'a pas envie. On peut pas, ça peut s'apprendre de tout petit. Tout petit, on apprend qu'on ne peut pas embrasser parce qu'on a envie d'embrasser l'autre. C'est pas possible parce que l'autre, lui, n'en a peut-être pas envie. Ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. C'est une transformation culturelle de dire à nos enfants, non, tu peux pas. Là, tu vois, le petit copain que t'aimes bien est en train de le serrer très fort. Là, il a peut-être pas envie. C'est quelque chose qu'on peut dire aux enfants très petits. Oui, mais il faut le dire en même temps à tous les vieux oncles, les vieilles grand-mères. Non, mais... Anne Bouillon. Non, au risque d'être mal comprise, moi, et de ma place d'avocate, je suis assez envieuse des dispositifs qui existent en matière de protection de l'enfance, du juge des enfants, qui est un juge spécialisé pour la question de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance. Et des fois, je me prends à regarder ces dispositifs en me disant que j'aimerais bien que la même chose existe pour les femmes. Un juge dédié au contentieux des violences conjugales. Ça n'existe pas. En France, non, ça existe en Espagne. Et moi, je regarde avec envie de ce côté-là, avec des services sociaux mobilisés sur la question des violences faites aux femmes. Et c'est là où Citadelle vient répondre à un besoin tout à fait effectif. Donc, bien sûr qu'il est important de parler de l'enfance en danger. Bien sûr que les choses doivent être appréhendées dans la globalité. Mais encore une fois, de ma place d'avocate, moi, je pense qu'on peut aller plus loin sur l'institution judiciaire et ne pas hésiter à franchir le cap des juridictions spécialisées. On s'en approche parce qu'en réalité, le juge des affaires familiales est de plus en plus doté de pouvoirs coercitifs avec les ordonnances de protection judiciaire et peut prendre des mesures qui vont dans le champ pénal. Le juge pénal, de la même manière, se voit doté de pouvoirs sur l'exercice de l'autorité parentale et donc peut retirer l'exercice de l'autorité parentale à un conjoint violent. Mais on n'est pas encore sur le système espagnol où on a des juridictions spécialisées qui ont une approche globale et une réponse immédiate. Mais je ne connais pas les chiffres, mais ces retraits d'autorité parentale, c'est véritablement appliqué ou pas? C'est-à-dire que le droit le permet, mais après, derrière, c'est
entre la loi et l'application de la loi, il y a un monde. Ah bah il y a un monde, il y a un univers, mais l'expérience prouve que c'est très disparate. Et là aussi, ce qui fait la différence, c'est la spécialisation et la formation. À Nantes, les salles d'audience, je ne sais pas si vous les connaissez, mais elles sont les unes à côté des autres. Il m'arrive, moi, de plaider devant la chambre des comparutions immédiates sur un dossier de violence conjugale parce qu'il a été orienté comme ça, et donc il arrive devant cette chambre qui siège tous les jours, et puis de plaider exactement le même genre de dossier devant la juridiction dont je vous parlais tout à l'heure, et je n'obtiens pas le retrait de l'autorité parentale, qui est un retrait jamais définitif, qui est un retrait à temps, une suspension de l'exercice conjoint devant la chambre des comparutions immédiates, parce que c'est des magistrats qui sont désignés par une permanence, et je l'obtiens quasi systématiquement devant la chambre spécialisée en contentieux intrafamilial, parce que les magistrats sont bien au courant que le continuum des violences s'exerce dans la coparentalité et s'exerce sur cet exercice conjoint, et au motif de ce qu'on prendrait des décisions. Et puis que la victime, elle a besoin d'être mise sous une cloche de verre protectrice pendant un certain temps, et qu'on ne va pas venir l'emmerder avec la question de savoir s'il faut vacciner ou pas le petit dernier. Voilà, c'est tout à fait contre-productif. Donc la formation fait la différence là. Vous évoquiez l'Espagne à l'instant, gardez le micro. 2004, la loi en Espagne qui permet la loi justement... cadre. Exactement. On est en 2019. Qu'est-ce qui fait qu'en fait l'Espagne... Voilà, dont on pourrait, si on doit reprendre des clichés et des raccourcis, se dire qu'on n'est peut-être pas très loin en termes de culture, de tradition, a pris ça à bras-le-corps. Et nous, en 2019, on en est encore très loin. Ça n'a pas été facile en Espagne à mettre en place cette loi cadre. Elle a été beaucoup attaquée. Elle a été attaquée devant l'équivalent du Conseil constitutionnel espagnol sur une rupture d'égalité entre les femmes et les hommes. Bref, je ne rentre pas dans le débat technique, mais elle est toujours attaquée, cette loi cadre. Et notamment par un parti d'extrême droite qui s'appelle Vox et qui est allié aux centristes. Mais avec un Conseil constitutionnel qui tient bon et qui dit que cette rupture d'égalité, elle est justifiée en l'état par une nécessité absolue face aux meurtres de femmes qui sont insupportables. Je crois que faire le même constat et ne plus supporter, on en est à 137 femmes qui sont décédées cette année, eh bien, c'est un acte politique, c'est un acte courageux, et ça serait quelque chose qui mériterait d'être véritablement salué, plus qu'une question sur le secret médical qu'on voudrait écorner. Voilà, le pouvoir politique. Bon, écoutez, on entend en attendant que vous n'avez pas ce qui va sortir du Grenelle n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Assurément non. Je pense que nous avons perdu une grande femme en Simone Veil et qu'on n'est pas prêt d'en avoir une de nouveau. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis sûre qu'il y a plein de grandes femmes, ne serait-ce que dans cette salle. Alors qu'elle s'engage en politique et qu'un jour elle soit à l'Assemblée nationale. C'est ça. Alors, on va vous passer la parole. Je crois qu'il y a un micro. Ouais, super. On va prendre une salle de plusieurs questions. N'hésitez pas à lever. Voilà, il y en a un, deux. Bonjour, messieurs, dames. Moi, je me rapprocherai de Marie-France Casalis, là, tout à l'heure, quand elle a dit entre ses dents, quand on dit de ne pas embrasser un enfant de force, etc., il faut le dire aussi aux vieux oncles, aux vieilles tantes, etc. Est-ce qu'on peut augmenter le son du micro, s'il vous plaît ? Il faut le dire aux vieux oncles, aux vieilles tantes. On revient sur la famille. Or, moi, depuis ce matin, certes, nous sommes sur les violences sexistes. Est-ce que c'est au sens uniquement sexiste contre les femmes ou est-ce que c'est au sens de tout ce qui touche au sexe ? Et dans ce cas, on parle des enfants. Et quand on parle des enfants, comment se fait-il que depuis ce matin, pas une seule fois, on ait prononcé le mot, ça me semble très important, d'inceste. Ah, il a été prononcé ce matin. Ce matin, Oui, bon. Bon, non, mais je suis désolée. On va poser la question. Je suis désolée, on ne peut pas dire d'un côté que c'est important de nommer les choses et puis de ne pas le faire. Donc je pense que c'est très important parce que parmi les femmes victimes de violences conjugales, il y a peut-être beaucoup de petites filles qui ont été victimes d'inceste et qui ont été habituées à ce qu'au sein de la famille, il y ait une protection totale. Donc ça, je voulais le dire. Le deuxième point, c'est sur l'aide à l'enfance. Moi, j'ai un exemple proche, là, qu'a vécu une de mes filles, avec un soupçon de violence sur une petite fille amie de ses enfants, qui s'est laissé piéger, je vais dire, qui a voulu demander des informations dans une PMI. On lui a dit comment, mais pourquoi vous posez ces questions ? Bon, finalement, elle a fini par lâcher le morceau. Résultat, il y a eu, alors qu'on n'avait pas de preuves, si vous voulez, mais il y avait une suspicion de plusieurs parents, et la petite fille était sous leur regard, et ils essayaient d'avoir des preuves pour intervenir.
L'aide à l'enfance est intervenue de telle manière que les parents se sont totalement repliés, que les 2 enfants sont donc maintenant totalement isolés des autres familles et que s'il y a vraiment des violences, eh bien, ils n'ont plus de recours parce qu'ils sont juste entre leur père et leur mère. Donc ma question, c'est comment sont formés les professionnels pour agir en douceur et pour ne pas arriver à isoler les enfants et éventuellement la mère. Merci beaucoup. Merci. Oui, 2 petites questions. L'éloignement du conjoint violent du domicile conjugal ou familial, c'est quand même dommage que la femme soit obligée de fuir, et alors qu'en Espagne, le conjoint est éloigné, il me semble. Deuxième chose, il y a une pétition qui circule en ce moment, c'est justice sans psychanalyse. De nombreux experts dans les tribunaux sont d'obédience psychanalytique, et dans l'obédience psychanalytique, c'est toujours la faute des mères. Donc, il faut séparer la mère des enfants. C'est un principe. L'enfant a un désir sexuel envers son parent. L'enfant participe donc de façon active à l'acte sexuel. Et si l'enfant est fonctionnel après, c'est qu'en fait, il en a tiré un profit, un bénéfice. C'est du dolto. C'est vraiment et donc, c'est une pétition qui est vraiment intéressante pour qu'il y ait un maximum de professionnels de santé et de professionnels de la justice ou de professionnels de l'enfance qui disent stop, qu'on mette d'autres professionnels, mais pas des professionnels avec des vieilles idées arriérées d'un ancien temps de patriarcat. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en avait une troisième. Oui, allez-y. Je ne sais pas s'il y en avait une troisième par là. Bon, alors on va répondre à celle-ci. Nathalie Vabre, est-ce que vous souhaitez répondre ? Juste répondre que sur la question de s'occuper des violences, c'est très très difficile. Donc si les gens ont des recettes toutes faites, on est preneur. Je crois que il y a beaucoup de formations qui sont faites, beaucoup plus qu'avant. Voir et entendre les violences, c'est difficile. Donc les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, les professionnels dans les hôpitaux, les professionnels dans les palais de justice, effectivement, le risque zéro, il n'existe pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se forment, qui essaient de travailler. Il faut être plusieurs. Effectivement, on ne peut pas rester seul. On ne peut pas rester seul devant une suspicion de violence et pour recevoir. Je vois qu'à Citadelle, il y a des équipes pluridisciplinaires et c'est ça le secret, c'est-à-dire de pouvoir être à plusieurs, pouvoir y entendre, parce que même avec beaucoup d'expérience, on a encore mal au ventre quand on est en face de personnes qui ont subi des violences, parce que c'est très dur. C'est dur d'entendre les récits. Il y a des professionnels dans la salle, notamment, je pense à Emmanuel Fourré qui travaille à Citadelle maintenant, qui est psychologue, avec qui j'ai longtemps travaillé. Nous avons longtemps travaillé, on faisait que de la co-intervention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une consultation, recevoir une personne qui va nous dire et à qui il faudra poser des questions parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être dites si on ne va pas un petit peu chercher les réponses. Moi qui dois examiner les enfants, si je suis toute seule, je ne peux pas parce qu'à un moment donné, mon cerveau va refuser et on est sidéré, que c'est difficile. Donc moi, je ne peux pas répondre à une question qui traiterait d'un cas particulier sur ce qui aurait été fait ou pas fait, parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les professionnels de la protection de l'enfance qui travaillent dans ce domaine, parce que c'est vraiment pas simple. C'est pas simple, c'est des questions difficiles. Il faut de la formation, et que dans bien des situations où on dit tel enfant était suivi et puis il est décédé, ou dans telle situation il était suivi puis s'est passé quelque chose. Alors il y a aussi des situations, il y a surtout beaucoup de situations où s'ils n'avaient pas été suivis, s'il n'y avait pas eu des gens pour nommer, pour des gens pour être là, les enfants par exemple n'auraient pas pu parler. On a reçu plein de fois à l'hôpital, en réquisition ou en consultation, des enfants qui sont arrivés après avoir subi des violences très graves et qui ont pu parler. J'ai en tête des jeunes qui ont pu parler la veille de vacances. Et en fait, ils parlent à une personne, mais c'est peut-être grâce au travail, et c'est sans doute grâce au travail d'autres personnes autour qui sont venues, comme vous le disiez, madame, tout à l'heure, nommer, dire on n'a pas le droit de te traiter comme ça, c'est pas normal, qui ont cherché à savoir ce qui se passait. On n'a pas forcément trouvé, puis l'enfant, il va parler à quelqu'un d'autre. Mais parce qu'il a eu des petites pierres sur son chemin, des professionnels qui, à un moment donné, ont dit là, c'est pas normal, ou s'il se passait ça, c'est pas normal, qui accompagnent. Puis à un moment donné, ça peut être dit à un autre endroit. Alors ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas bien travaillé parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes la parole de l'enfant. Au contraire, ils ont aidé l'enfant, ils lui ont tenu la main à un moment, et ça permet qu'à un moment donné où c'est possible, l'enfant peut dire. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours être nuancé dans ces situations-là.
Marie-France Casalis. Je veux bien revenir sur la question de l'inceste, parce que pour nous, c'est une question fondamentale. Quand nous avons ouvert notre téléphone, là, Viol Femmes Information, on n'avait absolument pas prévu le type de viol qu'on allait nous confier au téléphone. On s'était mobilisé après des viols perpétrés dans la rue, la région Île-de-France, alors un quai de métro, un train et un boulevard. D'accord. Donc on était parti là, et puis quand ce téléphone a existé en mars 86, la ministre... secrétaire d'État aux droits des femmes. Parce que si on vous propose le ministère droits des femmes, demandez un ministère, parce que ça ne dure jamais longtemps. Au bout de 3-4 ans, vous aurez un secrétariat d'État, moins de budget, moins de moyens, moins de visibilité. Donc n'oubliez pas. Mais enfin, elle est secrétaire d'État, mais c'est Yvette Roudy, et Yvette Roudy avait été une très valeureuse ministre des droits des femmes. Et c'est elle qui a soutenu cette ouverture et qui nous a proposé la gratuité, on n'y avait pas pensé, qui nous a demandé national. On pensait francilien, enfin voilà. Bon, donc on travaille très bien. Et là-dessus, au téléphone, on n'avait pas du tout les victimes qu'on attendait. Et elle avait diffusé l'information de façon formidable avec la presse régionale partout. Donc on avait 97% d'appels qui venaient de France entière. Et là-dedans, on avait des femmes de 70 ans, 75 ans, 60 ans qui nous racontaient 10 ans de viol à la maison par papa. Et là, moi, j'ai changé de planète. J'étais conseillère conjugale du planning familial. Je m'étais occupée d'enfants, mais jamais j'avais entendu parler de viol intrafamilial, d'inceste. Et alors, j'ai commencé ce que j'ai appelé ma cascade des tabous. Avant d'ouvrir ce téléphone, j'avais cru que l'inceste était un tabou, fondateur des sociétés. Vous voyez tout ce qu'on dit là-dessus. Alors, bien sûr, je pensais qu'il y avait des gens qui transgressaient, mais des gens un peu, enfin, des gens spéciaux. Et là, au téléphone, il y en avait beaucoup. Et les personnes qui avaient transgressé, c'était aristocrates, professeurs de médecine, avocats, magistrats, parce qu'un téléphone, ça accède à des personnes qui... On ne les voit pas, donc elles peuvent venir. Ce n'est pas un service social où je serais repérée. Bon, d'accord, donc ce n'était pas l'inceste qui était un tabou. Donc, dans ma cascade des tabous, j'ai pensé ce qui était interdit, c'était d'en parler, puisque moi, j'en avais jamais entendu parler. Bon. Et puis en fait, beaucoup de ces anciennes enfants avaient parlé quand elles étaient petites. Et on avait dit, qu'est-ce qu'elle raconte sur tonton Marcel qui l'emmenait au Baléares? Ah non, ta fille n'est pas là. Ah non, elle est privée de dîner. Elle me dit des trucs. Aujourd'hui, on dirait, il regarde la télé. Voilà. C'est-à-dire que la parole des enfants qui dévoilent ces situations-là, elle est extrêmement dérangeante. Donc ce n'est pas l'inceste qui est un tabou. Ce n'est pas d'en parler qui est un tabou. Et à ce moment-là, je suis tombée sur mon 3e étage. Et ça s'exprimait comme ça, c'est d'accuser les pères du viol de leurs filles. Ça, c'est le tabou. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé plus largement sur les violences et je pense que c'est ça notre problème. Accuser les auteurs des crimes qu'ils commettent. La charité, le soin, la solidarité, la parole. Mais porter en justice et faire condamner, on a du mal. Sur le travail d'émergence de la parole, ce que disait Nathalie Vabre à propos des enfants, le constat est strictement le même pour les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui se présente dans un commissariat, si le planton lui demande « bon, alors quoi ?» et qu'elle est entendue entre un vol de voiture et une troupe de voisinage, évidemment, elle ne viendra pas déposer sa parole. Un des progrès qu'on constate, et à Waldeck-Rousseau, c'est relativement récent, c'est la mise en place de protocoles qui sont de nature à faire émerger la parole. Alors, il est encore trop souvent posé la question de savoir aux femmes comment elles vont faire pour assurer leur propre protection. Et sur la question de l'éloignement du conjoint violent, alors que les dispositifs existent et qui sont tout à fait applicables par le parquet, on fait peser sur les femmes les propres moyens de leur protection encore trop souvent. Mais ce protocole de recueil de la parole qui veut que la femme soit éloignée dans un bureau à part est très efficace parce qu'on va balayer l'intégralité des domaines potentiels de la violence, qu'elles soient encore une fois économiques, administratives, sexuelles, physiques, morales, bref. Et donc les femmes viennent conscientiser ce qu'elles subissent et ce qu'elles vivent au quotidien parce qu'effectivement le mécanisme d'emprise, d'appréhension, de captation de la liberté d'autrui, il est nécessairement protéiforme, il passe par une dent cassée et un nez brisé, mais par tout un tas d'autres choses. Et ça, c'est vraiment un progrès qu'il faut saluer. Un dernier mot
sur la difficulté de recueillir cette parole et de travailler au plus proche des victimes. Je ne sais pas ce qu'il en est des experts. Je connais des experts, voilà, c'est comme les avocats, c'est comme les magistrats. Tout ce côtoie le pire et le meilleur. Mais mon expérience personnelle m'amène à dire que c'est un travail difficile et qu'on n'est soi-même pas toujours à la hauteur. Moi, je ne fais pas comme Nathalie Vabre, je suis toute seule dans mon cabinet, je reçois des femmes en tête-à-tête. Des fois, je ne suis pas à la hauteur et je n'accueille pas comme il se devrait cette parole qui est compliquée d'entendre parce qu'elle nous renvoie aussi à nos propres mécanismes de défense ou parce que la figure de la victime est une figure avec laquelle il faut encore travailler. On s'attend trop souvent à une victime qui soit revendicante mais pas trop, éplorée mais pas trop, qui s'exprime mais pas trop. Voilà, on fait peser beaucoup de choses sur la victime. Il y a des victimes qui hurlent, il y a des victimes qui sont agressives, il y a des victimes qui sont méchantes, il y a des victimes qui pleurnichent. Et ça peut nous faire violence à nous aussi et parfois à moi. Et c'est un exercice quotidien que d'être attentif, de ne pas adopter de posture surplombante. J'ai une amie qui utilise cette expression, je l'aime beaucoup. Voilà, et des fois, on rate. Oui, un mot sur l'accueil en gendarmerie et en police nationale. On a au département mis à disposition de la police nationale et de la gendarmerie nationale 5 assistantes sociales qui travaillent sur ces thématiques et qui ont un bureau à Valdez-Crousseau et en gendarmerie sur Saint-Nazaire, et qui effectivement accueille la parole de ces femmes. Alors, je dirais que la chance qu'on a peut-être sur notre territoire, c'est que parce que le département travaille effectivement avec la gendarmerie nationale et avec la police nationale, que nous sommes sensibilisés, nous sensibilisons, nous faisons ce que nous pouvons pour sensibiliser effectivement ces 2 grandes institutions, et puis ces gendarmes et ces policiers, pas dans leur totalité parce qu'ils sont nombreux et que après on n'a pas parlé d'argent ni de coût derrière, mais ça a un coût. Ils partent en formation et ils sont aidés aussi par nos assistantes sociales. Donc effectivement c'est un progrès. On aimerait bien avoir encore davantage d'assistantes sociales qui interviennent en gendarmerie et en police, mais effectivement le chemin est encore long, mais n'empêche que en Loire-Atlantique ça se fait. Voilà. Ça sert d'interface entre le monde policier judiciaire qui fait peur à une victime qui est un peu abîmée et le monde des victimes. Mais je voudrais dire quand même dans les progrès aussi qu'on a pu faire dans ces années, ces 30 dernières années, finalement ce qui est plus clair, c'est la stratégie mise en œuvre par les agresseurs. Nous, au téléphone Viol Femmes Information, ça nous sert à guider l'entretien parce qu'on s'aperçoit que ce sont des grands manipulateurs. Vous savez, les marionnettistes qui ont 2 bâtons, là, puis des fils, et puis il y a la marionnette en bas. Eh bien, les agresseurs, ils sont comme des marionnettistes et ils ont 5 fils prioritaires, des axes prioritaires de leur stratégie. D'abord, c'est l'auteur de violence qui choisit la personne qui sera sa victime. Alors qu'elle, elle pense que c'est à cause d'elle, mais c'est à cause de ce qu'il a dans la tête. Et d'ailleurs, on va s'apercevoir que sur les affaires qui passent aux audiences avec un agresseur sexuel, un violeur, on va avoir plusieurs victimes. Elles ont quelque chose en commun. Ou c'est l'âge, ou c'est la langue, ou c'est le style. Il y a quelque chose de semblable. OK, donc c'est lui qui cible. Et après ça, sa première démarche, ça va être d'isoler la victime. Alors ça peut être géographiquement, familialement, affectivement, professionnellement. Elle sera seule, sous son emprise, sans pouvoir se confier à quelqu'un. Or, se confier à quelqu'un, ça veut dire résister à la propagande des agresseurs. Si je vous dis, hier soir, il a été odieux, mon mec, il a fait ça, vous allez me dire, oui, il est vraiment odieux. Mais si je lui dis, hier soir, tu as été odieux, il va me dire, non, mais écoute, tu sais bien, hier soir, c'était spécial. Tu avais fait des spaghettis, j'ai horreur des spaghettis. Enfin, vous voyez, il va faire du baratin et il n'y a plus que sa parole qui rentre dans ma tête. Après ça, le deuxième principe, il faut que je me grouille. Bon, humilier, dénigrer, moquer, insulter, affaiblir, traiter l'autre comme un objet. Et si je suis dans le viol, traiter l'autre comme un objet, c'est la pénétrer, faire sa petite affaire. Voilà. Le troisième grand principe, c'est inverser la responsabilité. Faire peser sur la victime la responsabilité de ce qui s'est passé. Évidemment, si tu aimais plus souvent faire l'amour, mais si tu étais moins mémère, je ne serais pas obligée de te forcer, etc. Et ça, c'est très lourd parce que si je suis co-responsable, je ne vais pas aller vous voir pour vous dire les choses.
Et puis, une chose très importante chez un agresseur, et on le voyait très bien dans le film tout à l'heure, c'était faire régner la terreur. Et la terreur, c'est comme une télécommande dans la main des agresseurs. Elle est en train de se confier dans votre bureau, où l'enfant, et tout à coup, il s'arrête. Et quand il s'arrête, il entend ce qu'on a dit autour de lui. Si tu dis ça, on saura que tu es une pute. Si tu dis ça, sa mère se suicidera. Si tu dis ça, tu ne reverras plus jamais les enfants. Et ça, c'est formidablement fort, la peur et la terreur. Et finalement, le 5e principe, c'est ce qui fait la base d'une bonne stratégie d'agresseur. Pour être durable, il faut garantir son impunité. Et pour garantir son impunité, cet agresseur, il va d'abord essayer de recruter des alliés. Alors vous, elle vous décrit un tigre, et quand vous le rencontrez, il est propre sur lui, chaussures cirées, costume 3 pièces, il est aimable, il s'inquiète pour elle, car elle va pas bien, vous avez peut-être remarqué, gna, 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 voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Puis la fin de l'histoire, c'est verrouiller le secret. Et verrouiller le secret, ça marche particulièrement bien avec les enfants, car... les secrets, les bons secrets, les mauvais secrets, ça va être quelque chose. J'ai promis de ne rien dire, je ne dis rien. Et ça va être quelque chose qu'on aura à dénouer avec eux. Alors, puisqu'ils font ça, c'est tout simple. Moi, je vous propose, on fait le contraire. Ils l'isolent, je me rapproche, je la mets en contact. Et c'est pour ça que Citadelle, c'est formidable, parce qu'ils sont tous là, dans le bureau d'à côté. Ils l'humilient, je la valorise. Elle a pris la parole, elle s'est confiée, elle cherche de l'aide, magnifique. Il fait régner la terreur, on va se préoccuper de sécurité. Bon, alors ça peut être diverses mesures. Il dit que c'est de sa faute. Nous, on lit le code pénal, c'est celui qui fait qui y est. Sinon, hôpital psychiatrique. Et là, vous avez du boulot. Parce que toute notre culture, elle nous a quand même appris, nous les filles, qu'il fallait qu'on soit prudentes. Bon, je me dépêche. Et puis, il veut garantir son impunité. Et nous, on va au contraire aider à constituer un dossier pour que Maître puisse se battre avec des éléments, du récit, des photos, des témoignages. Voilà. Merci. Tout ça. Aïcha, tu auras le mot de la fin. Bon, là, on vient d'avoir effectivement tout ce mécanisme de l'emprise et qu'il faut donc dénoyauter un par un. C'est des verrous qu'il faut faire sauter. Citadelle est une première pierre. Moi, je serais tentée de dire qu'au vu de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, ça ne peut pas être que du one-shot, que de fait, on ne peut pas avoir juste ces 2 jours, le lancement, un dispositif inédit comme celui-là, sans permettre en fait, à tous ces acteurs qui travaillent autour, voilà, au même titre que Citadelle, j'aime beaucoup l'image et on en parlait ce matin avec... les jeunes femmes qui signent depuis ce matin. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse parce que c'est un boulot absolument énorme. Ouais, merci beaucoup pour ça. Vous avez choisi de faire ce petit C, là, ce contour en fait, autour de ce point qui permet en fait, juste de montrer à quel point voilà, c'est tout un dispositif autour d'une personne. Mais on se rend bien compte, en fait, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, et vu l'affluence de ces 2 derniers jours, alors même que tout le monde marche en ce moment, que voilà, tout ça est en train... Voilà, on est dans un mouvement, on est dans un processus, et que ça fait date, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Donc, de fait, il y aura peut-être un réseau Citadelle, on espère, à terme, quelque chose, mais on a commencé sur la genèse. Moi, j'aimerais bien qu'on se projette dans quelques années. Comment est-ce que tu vois les choses ? Citadelle va ouvrir lundi. Donc lundi, on ne sait pas si on aura une femme ou 10 femmes devant la porte. Ce qu'on sait, c'est que le lieu n'a pas encore été ouvert, qu'il y a eu déjà des femmes qui sont venues se présenter. Les équipes le disaient ce matin, il y a déjà 60 appels aujourd'hui qui sont sur la messagerie. Donc on sait très bien que ça répond à un vrai besoin et que Citadelle va trouver vraiment son utilité. Ensuite, effectivement, ces 2 jours inaugurales, on a voulu parce qu'il faut qu'on en parle des violences. Si on veut que ça cesse, il faut sensibiliser le plus grand nombre. Donc on va continuer à en parler. On ne va pas se taire, on va continuer à le faire. Et puis Citadelle, ce n'est pas qu'un lieu de reconstruction ou d'accompagnement des femmes. C'est aussi un centre de ressources. Un centre de ressources où sont les associations qui sont partie prenante. Et je tiens vraiment à les remercier parce que les associations, elles n'ont pas attendu les pouvoirs publics pour agir. Elles sont sur le terrain 24 heures sur 24 et elles font un boulot formidable. Donc elles sont avec nous partie prenante de Citadelle. Citadelle, un centre de ressources où on va continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont sur le champ ou qui accompagnent les femmes. Et il faudra qu'on continue, il faudra qu'on trouve des formes. Moi, en tout cas,
Aujourd'hui, nous sommes dans une période particulière, donc je ne peux pas m'engager pour la suite. Vous le savez, les élections municipales vont être dans quelques mois. En tout cas, sachez que nous, on a à cœur, Johanna Roland a à cœur, effectivement, de continuer à combattre les violences faites aux femmes et que c'est un combat collectif qu'on mènera. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. Nous, ce qu'on espère, ceci n'engage que moi, mais je me dis que ce serait bien qu'on ait des assises des violences conjugales tous les ans, pourquoi pas à Nantes. Les huîtres sont pas dégueulasses, le muscadet non plus, et l'accueil est plutôt bon. Merci. Merci Marie-France Casalis, merci Anne Bouillon, merci Dr Nathalie Vabre, merci Aïcha Bassal, merci Hervé Corouge.